Bonjour, bienvenue dans la série des pranayama. Aujourd'hui, on va aborder Madi Pranayama. Madi Pranayama, le souffle du milieu. Un pranayama supérieur dans la voie des Natha Yoga. Alors, pranayama supérieur, ça mérite une petite explication peut-être quand même. Voilà, avant de commencer, je vais essayer de donner quelques explications dessus. De manière générale, c'est valable pour tout, pour les séances, pour tous les pranayamas. On parle de deux souffles. Le souffle normal, celui qu'on utilise dans la vie de tous les jours, celui que tout le monde utilise, celui qu'on utilise dans notre fonctionnement, je dirais, standard. Le souffle normal, il circule dans Ida et Pingala. J'en ai déjà parlé, le canal de gauche, Ida, le canal de droite, Pingala. Et que selon les moments dans la journée, on va être plus à gauche, plus à droite. C'est ce qu'on fait quand on observe le souffle dans les narines, l'air qui circule dans les narines. Voir si ça circule plus d'un côté que de l'autre. Généralement, c'est qu'on est dans un cycle d'un côté ou dans un cycle de l'autre. Donc, le souffle circule à droite ou à gauche. En tout cas, il circule dans les canaux, dans Ida et Pingala. Et le centre du souffle, c'est Anahata, le cœur. On fera une séance vendredi sur le cœur, donc j'en parlerai un peu plus. C'est vraiment la respiration physique normale. Y compris quand je vais faire des grandes rétentions de type apnée, où on va travailler physiquement dessus, etc. On va être dans ce souffle-là, le souffle normal, même si on peut faire de très grandes rétentions dedans, ou quand on va courir, ou quand on va... C'est le fonctionnement normal. Et puis, il y a celui que j'appelle très souvent, j'en parle, je l'évoque, je l'énonce, le souffle énergétique. Le souffle énergétique, c'est un souffle presque inaudible, presque imperceptible en fait. C'est-à-dire que vraiment, on le sent quasiment plus. C'est le souffle qui circule, lui, dans l'axe, mais vraiment dans l'axe. Alors, je sais, en yoga, dans toutes nos séances, on fait circuler le souffle dans l'axe, on le visualise dans l'axe, etc. Mais c'est pas pour rien, c'est parce que c'est ce qu'on veut générer. Donc on fait semblant, on visualise le souffle dans l'axe pour ouvrir cette porte. En fait, ouvrir la porte à ce passage dans le souffle énergétique. Le siège de ce souffle énergétique, c'est plus le cœur, c'est Svadhisthana. Svadhisthana, donc on a fait une séance dessus, j'en ai parlé, un centre vraiment très important. Et on arrive dans ce souffle suite à des pratiques. C'est suite à des pranayamas, ça peut être suite à des postures, ça peut être suite à des mudras, ça peut être... Alors, mudra, oui. Mudra, je fais juste un rappel par rapport à une question qui m'a été posée. On m'a dit mudra, alors pourquoi les mudras ont tant de pouvoir, parce que je parle souvent des mudras. Les mudras, on me dit mais pourquoi le fait de mettre les mains comme ça? Ça, c'est un asta mudra. Asta, les mains, mudra, geste. Mudra, c'est un geste. Et les mudras, on fera une série comme les pranayamas, quand j'aurai fini les pranayamas, après d'avoir fini là je pense, on fera une série vraiment sur les mudras. Et vous verrez que les mudras, ça n'a rien à voir avec le geste humain. Les asta mudras, c'est un geste. Viparita Karani mudra, c'est le geste inversé, c'est un mudra. D'accord, c'est pas un asana, c'est un mudra. Alors on fera un petit peu la différence entre les deux. Ce sont toutes des pratiques sur l'énergie et qui visent toujours à finalement ouvrir ce passage vers le souffle énergétique. Donc voilà, c'est plus que le geste des mains, tout simplement. La méditation, bien sûr, amène sur ce souffle énergétique. Et on est à un moment donné dans l'un ou dans l'autre. Mais on n'est pas dans les deux en même temps. C'est soit le souffle énergétique, soit le souffle physiologique, physique. Et on ne peut pas faire un peu de souffle énergétique. On est dedans ou pas. C'est un peu comme, en tout cas, comme je le vois, je le compare volontiers au jeûne. Si vous avez déjà fait l'expérience du jeûne, le jeûne, c'est pas manger un petit peu, manger genre un yaourt tous les jours. Ça, c'est pas du jeûne, ça c'est s'affamer. Ça n'a rien à voir. Dans le jeûne, on n'a pas faim. On n'a pas faim du tout. Parce qu'on a switché dans le mode jeûne. C'est-à-dire que le corps a un mécanisme qui est prévu pour ce mécanisme de jeûne. Donc quand on le déclenche, on rentre dans le mode de jeûne. C'est-à-dire qu'on ne mange plus et on n'a pas faim.
Alors, je veux dire, on n'a jamais faim, hein, même si on fait des longs jeûnes prolongés, on n'a jamais faim. On peut arriver à des moments de carence, et donc c'est pour ça que le jeûne, ça se pratique encadré, et pas n'importe comment, pas juste chez soi, d'un coup j'arrête de manger. Voilà, il y a plein de choses à savoir sur le jeûne. C'est pour ça que je fais des stages sur le jeûne, c'est pour ça que voilà, vous n'avez pas forcément besoin d'un stage avec moi, mais renseignez-vous si le jeûne vous intéresse. C'est bien que ce soit encadré, c'est bien que ce soit accompagné les premières fois, parce que c'est pas n'importe quoi, et on le fait pas très longtemps au début, hein, 3, 4, 5 jours, où on a peu de, il n'y a aucun risque quasiment de déminéralisation sur ces périodes-là. Sur les jeûnes plus longs, il faut être encore plus encadré. Bref, mais si pendant cette période de jeûne, je mange un tout petit peu, ou je prends un tout petit peu d'un complément, d'un truc, le corps ne switch pas dans le mode jeûne. Et on est fatigué. Et on est juste fatigué, et le corps s'affame, et le corps est fatigué, et le corps est épuisé. Quand on rentre en mode de jeûne, on ne digère plus, et on a une énergie qui est fabuleuse. C'est-à-dire que moi, je suis allé déjà courir 20 km, hein, 5e jour de jeûne, sans problème. Je veux dire, on n'est pas fatigué quand on est passé en mode de jeûne. Tous ceux qui ont fait l'expérience du jeûne savent qu'on n'est pas fatigué quand on est rentré dedans. Le premier jour, les 2 premiers jours parfois pour certains, c'est un peu plus difficile parce qu'on est en transition. Et après, une fois qu'on est dedans, il n'y a aucun souci. Parce qu'on ne peut pas être un peu en jeûne. On est en jeûne ou on ne l'est pas. C'est tout. Et les souffles, c'est pareil. Souffle énergétique, souffle physiologique, on est dans l'un ou on est dans l'autre. Tout notre travail, mais absolument tout notre travail en yoga, c'est d'ouvrir ce passage vers le souffle énergétique. Et c'est ce qu'on fait tout le temps en fait, c'est vraiment c'est ce qu'on fait dans toutes nos séances. Parce que le résultat de ce passage, c'est le résultat de profondes modifications en fait dans le corps, dans l'énergie et dans le mental. Au niveau des dépendances, que ce soit des dépendances de l'espèce, biologiques ou sociales, au niveau des dépendances affectives ou simplement au niveau des dépendances égotiques. Donc y a et c'est pour ça que je compare au jeûne, parce qu'il y a un peu ces mêmes rapports quand on pratique le jeûne, que ce passage dans le souffle énergétique. On lâche certaines dépendances, parce que dans le jeûne on lâche la dépendance à manger. On continue de vivre alors qu'on ne mange pas, alors que toute notre vie on a toujours mangé. Et dans le souffle énergétique, on continue de vivre alors qu'on ne respire pas. Voilà, il y a vraiment cette même notion de lâcher et d'observer. Et il n'y a rien d'autre à faire, de toute façon, il n'y a rien d'autre à faire. Et tout ce qu'on fait en fait dans nos pratiques, c'est préparer ça, c'est nettoyer, ouvrir le passage. La plupart des pranayamas qu'on a vus, c'est pas qu'ils soient inutiles par rapport à des pranayamas supérieurs, c'est que la plupart des pranayamas qu'on a vus visent à nettoyer, à décrasser pour favoriser pratyahara. Pratyahara, c'est le retrait d'essence, donc c'est l'observation de soi-même à l'intérieur. J'ai abordé plusieurs pranayamas qui mènent à ça. Les pranayamas supérieurs, encore une fois, c'est pas une question de jugement, hein. Les pranayamas supérieurs, eux, ils visent à arrêter le souffle animal, arrêter la respiration animale, celle qui est normale, pour libérer le souffle énergétique, tout simplement. Et donc, c'est ce qu'on va essayer de faire avec Nadi Pranayama, avec Madhya Pranayama, avec Madi Pranayama. Ici, en fait, on va essayer, dans Madi Pranayama, d'équilibrer le souffle de droite avec celui de gauche. Parce que je vous ai dit tout à l'heure, si vous observez réellement l'air qui circule dans les narines, quand vous êtes très attentif, vous observez qu'il y a toujours une narine dans laquelle l'air circule plus que l'autre. C'est le côté dans lequel le souffle circule plus. Il y a quelques moments précieux où c'est équilibré parfaitement, c'est quand ça passe de la gauche à la droite. Mais de manière générale, on passe 99,9% de notre temps avec le souffle qui est à droite ou qui est à gauche. Pareil
je pourrais développer là-dessus, mais ça prendrait un cours entier sur nos capacités quand le souffle est à droite ou est à gauche. On n'a pas les mêmes capacités, on a des capacités d'étude, des capacités d'action qui sont différentes en fonction du côté du souffle. Et ce souffle, simplement, nous, dans Madi Pranayama, on va essayer de l'équilibrer, d'équilibrer la droite et la gauche et de maintenir cet équilibre. Et ça, c'est pas facile. Pour l'équilibrer, hein, on va juste essayer de réduire le souffle, de le réduire globalement, parce que s'il est très puissant, c'est très difficile à équilibrer. Donc, on va essayer de réduire le souffle, de manière à ce qu'il soit le plus fin possible, et puis on sera plus proche d'un souffle énergétique. Et puis, dans cette réduction, on va essayer d'équilibrer la droite et la gauche, parce que quand la gauche et la droite sont équilibrées, quand l'inspire et l'expire sont équilibrés, quand prana et apana sont équilibrés, ils s'annulent. Et quand ils s'annulent, ils disparaissent. Et quand ils disparaissent, c'est ce qu'on veut. On veut faire disparaître le souffle normal pour laisser la place, tout simplement, au souffle énergétique. C'est-à-dire qu'on veut vraiment lui laisser la place. Après, encore une fois, toutes les pratiques que j'enseigne reviennent toujours à la même chose et ça tourne en rond, mais c'est parce qu'on prend plein de portes d'entrée différentes. Après, on ne va pas forcer le souffle énergétique. Il n'y a aucun moyen de le forcer. Après, on va nous mettre en place des stratégies. C'est-à-dire qu'on va équilibrer la droite et la gauche et puis on va attendre. On va attendre que le souffle énergétique prenne le relais. C'est exactement, encore une fois, comme quand on passe en jeûne. On ne peut pas forcer le mécanisme du jeûne. On va juste faire une pure, arrêter l'alimentation et attendre que le mécanisme du jeûne s'enclenche. Et là, il y a deux solutions. Soit le mécanisme qu'on attend s'enclenche, et on l'observe et on en profite, soit le mécanisme ne s'enclenche pas, et on revient dans le mécanisme normal. Dans le jeûne, si ça ne marche pas, on reprend l'alimentation. On ne va pas forcer le jeûne, il n'y a aucun moyen. Si ça ne veut pas démarrer, ça ne démarrera pas et on va juste se fatiguer. Donc ça n'a aucun intérêt. Dans la respiration, c'est pareil. Ce n'est pas une énorme apnée qu'on veut faire. Ce qu'on veut faire, c'est laisser le souffle s'arrêter pour se libérer de la dépendance du souffle physique. Donc c'est vraiment créer cet arrêt du souffle et laisser le souffle énergétique venir prendre le relais. Et si ça ne prend pas le relais, on revient simplement dans la première phase où on va équilibrer nos souffles à droite et à gauche. Donc c'est vraiment, la pratique au final elle est simple, hein, il suffit juste d'attendre que le souffle énergétique apparaisse. Mais pour qu'il apparaisse, c'est là où c'est compliqué, et bien on va équilibrer. Donc Madi Pranayama se déroule en deux phases. Première phase, l'équilibre. Deuxième phase, ouvrir au centre pour laisser la possibilité que le souffle énergétique apparaît. Alors je ne vous le cache pas, ça arrive ici en 11e position, quand j'ai parlé de beaucoup de choses avant, depuis plus de 2 mois du coup là, c'est que il va falloir beaucoup d'essais et beaucoup de patience pour Madi Pranayama. C'est-à-dire que ça se fait rarement du premier coup. Je dis rarement parce que on est tous différents et des fois il se passe des choses chez certains qui ne se passent pas chez d'autres. Mais moi je trouve que c'est un souffle où il faut beaucoup de patience parce que ça va pas marcher du premier coup. Il y a peu de chances que ça marche du premier coup. Il y a peu de chances et pour beaucoup il va falloir plusieurs semaines pour que ça fonctionne. Donc là, comme on est dans un cycle de pranayama, moi ce que je vous propose au niveau de l'approche, c'est de se dire que vous pouvez l'essayer. Voilà, c'est-à-dire que là, cette semaine, vous pouvez essayer de voir ce que ça fait. Et puis après, c'est de réserver toujours une petite partie dans votre semaine pour réessayer Madi Pranayama. Ça n'a pas marché pendant une semaine, et vous réessayez une semaine après. Et puis ça marche pas, vous réessayez la semaine d'après. Et puis ça marche pas, vous réessayez la semaine d'après. Et puis peut-être qu'un jour ça s'ouvrira. Voilà. Mais de toute façon, comme tout ce que je vous propose, je veux dire, même si ça marche pas, ça vous apportera plein de bienfaits. Donc c'est pas grave si ça marche pas et ça aide même à se détacher de l'envie de réussir. Mais j'insiste sur ça parce que c'est un des plus gros retours que j'ai quand j'enseigne Madi Pranayama, c'est mais j'y arrive pas. Mais j'y arrive pas, mais c'est pas grave du tout, et c'est normal, c'est un souffle complexe, et dans lequel, encore une fois, voilà, il faut beaucoup d'essais, beaucoup de patience pour qu'il puisse se produire quelque chose.
Donc j'en viens peut-être à la pratique. Donc la pratique, dans la phase 1, on va s'asseoir, une assise que vous pouvez garder, parce que comme tous les pranayamas, on va y rester longtemps, 20-25 minutes, et en particulier sur Madhi Pranayama, ça risque de prendre plus de temps que dans d'autres pranayamas. Donc une assise confortable. Si vous pouvez prendre le lotus, c'est l'assise parfaite pour ce souffle-là. Pourquoi? Parce que je parle rarement du lotus. Parce que le lotus, si vous le prenez, c'est pas l'idée de forcer sur les genoux, c'est pas l'idée de forcer sur les chevilles, c'est l'idée d'ouvrir les hanches. Je veux dire, il y a plein d'exercices préparatoires. On prend le lotus en... La hanche, elle est comme ça. Je veux dire, elle est fermée là. Et on prend le lotus en ouvrant les hanches. Si les hanches sont fermées, je sais pas si je suis dans le cadre ou pas là, je crois pas. Si les hanches sont fermées ici, si j'ouvre les hanches, les jambes peuvent tourner, les genoux peuvent rentrer, les chevilles peuvent venir se poser dans le creux de l'aine sans forcer. C'est pas l'idée de tirer sur l'articulation du genou et tirer sur l'articulation de la cheville et de faire confiance à nos articulations pour compenser l'effort qu'on fait. C'est pas du tout ça, ça n'a pas d'intérêt. D'accord ? Donc c'est pour ça que je parle rarement en fait du lotus dans les assises, parce qu'on n'est pas beaucoup à pouvoir prendre le lotus, on va dire, mais ça n'empêche pas, enfin là maintenant, je veux dire, en s'entraînant et en ouvrant les hanches, on finit par pouvoir le prendre sans forcer, encore une fois, il n'y a pas d'effort, il n'y a pas de douleur dedans. Et quand vous prenez le lotus, l'intérêt c'est que vous allez avoir un talon qui est dans l'aine à droite, un talon qui est dans l'aine à gauche. Et du coup, vous allez appuyer sur des points, les talons vont appuyer sur des points ici, qui sont les points de départ d'Ida et de Pingala. Or, on est dans une posture où on veut équilibrer, donc si vous venez appuyer sur ces deux points-là, vous allez bloquer ces deux canaux, vous allez les réduire un maximum, et ça va forcer le passage au centre. Donc c'est dans ce sens que le lotus est intéressant ici. Mais encore une fois, si vous ne pouvez pas prendre le lotus, on ne va pas se forcer dessus, on va prendre juste une assise confortable. De toute façon, on a un autre outil qui est beaucoup plus accessible, c'est les pouces. Les pouces ici vont venir appuyer sur un point sous l'aisselle. C'est-à-dire que je prends mon pouce ici et je viens le mettre sous l'aisselle. Ici, bien sous l'aisselle, et je ramène le coude près du corps. Quand je fais ça, mon pouce il appuie sous l'aisselle, il met une pression sous l'aisselle, et je peux faire la même chose de l'autre côté. Ce point ici que j'ai dessous, sous l'aisselle, c'est un point qui me permet de réduire le souffle du côté concerné. C'est-à-dire que si je garde ce point ici, que j'appuie comme il faut sur le point à l'endroit où il faut, le souffle va quitter le côté droit, s'il était à droite, pour se concentrer à gauche. C'est-à-dire que le souffle, très rapidement, ne va circuler plus que dans la narine gauche. Au lieu de circuler à droite, il va passer à gauche. Si je fais l'inverse, je vais fermer à gauche, ouvrir à droite, et ça va circuler à droite. L'idée de Madhi Pranayama, c'est ici de venir mettre le pouce sous les deux aisselles et de venir appliquer la pression des deux côtés. Du coup, le souffle, on va le faire quitter la droite pour aller à gauche, mais on va le faire quitter la gauche pour aller à droite. Et du coup, il va se réduire jusqu'à éventuellement pouvoir disparaître. Ça, c'est l'objectif, d'accord? Et l'idée, c'est de trouver l'équilibre entre la pression à droite et la pression à gauche, parce que si vous appuyez plus à droite qu'à gauche, ça va aller vers la gauche. Si vous appuyez plus à gauche qu'à droite, ça va aller vers la droite. L'idée, c'est de trouver cet équilibre, et c'est ce qui prend du temps. Il faut du temps vraiment pour trouver le point. Déjà, des fois il faut des semaines pour trouver le point, et puis il faut du temps pour arriver à maintenir la pression stable, parce que parfois on arrive à trouver la position avec juste l'équilibre, mais après il faut le maintenir, parce que le but c'est de rester dans cet équilibre. C'est que ça se passe pas en un temps fixe, c'est qu'il va falloir maintenir cet équilibre de manière à ce que on reste ici dans cet équilibre jusqu'à ce que les souffles diminuent et disparaissent, tout simplement, pour tomber dans un non-souffle, un souffle énergétique. Le temps de la phase 1 dure le temps qu'on trouve l'équilibre. Donc il n'y a pas de chronomètre à avoir, ici c'est juste le temps qu'on trouve l'équilibre. Alors je dirais
que quand on en a beaucoup l'habitude, ça peut prendre 5 minutes. Quand on n'en a pas l'habitude, on risque de, comme je vous l'ai dit, pendant des semaines, de ne pas trouver l'équilibre. C'est pas grave, on va le chercher. Pendant 20 minutes, voilà, on va essayer de chercher cet équilibre. Et alors bien sûr, il y a tout ce qu'on met habituellement, c'est-à-dire Mula Bandha, la racine serrée, Ketchari, la langue retournée, Bhru-Madhya, les yeux convergents vers le point intersourcilier. Donc là, les contractions et concentrations habituelles. On ne va pas mettre de mantra, vraiment pas. On va juste fixer le son intérieur. Hein, fixer le son intérieur, la vibration intérieure. Juste ça, pas de mantra, parce que l'idée c'est vraiment de rester sur ça. Et au fur et à mesure qu'on appuie, on va observer qu'il y a de moins en moins d'air. Donc encore une fois, hein, on le fait comme toujours, hein, je vous montre juste un exemple. Ketchari, Mula Bandha, Bhru-Madhya. Donc on reste et on cherche l'équilibre. Et c'est vraiment un jeu très subtil. Donc c'est pas comme ces pranayama où on lance des souffles très forts, où on fait de grandes rétentions. C'est juste un jeu très subtil. Juste on observe qu'au fil du temps, il y a juste de moins en moins d'air jusqu'au moment où on n'a plus besoin de respirer. Alors les premières fois, ça ne peut jamais arriver, hein, je veux dire, mais l'idée, c'est que, en principe, on ne passe à la seconde phase que quand on arrive à ce moment où on a l'impression de ne plus avoir besoin de respirer. Ce que je vous disais, ça prend entre 5 et 20 minutes, donc soyez patient. Voilà, c'est juste ça. Du coup, l'exercice principal va se concentrer pendant longtemps sur la phase 1, trouver cet équilibre. Mais je vous décris la phase 2 parce qu'à chaque fois que vous allez avoir l'impression de ne plus avoir besoin de respirer, je vous encourage à aller visiter la phase 2. Parce que dans la phase 2, c'est laisser la place au souffle énergétique. Il se produit ou il se produit pas, c'est pas grave. S'il ne se produit pas, on revient dans la phase 1, tout simplement. Donc l'idée dans la phase 2, c'est que quand vous arrivez à un moment donné où tout est immobile, où tout est pacifié, parce qu'au début ça s'agite, hein, je veux dire, quand on est là, ça part un peu à droite, un peu à gauche, ça proteste d'un côté, de l'autre, on ne trouve pas forcément nos équilibres, il y a le mental qui bascule dans plein de choses différentes. Voilà. Quand tout s'est pacifié, quand tout est devenu immobile, on va passer dans la phase 2. Dans la phase 2, on va faire monter Mula Bandha dans la fontanelle. Alors monter Mula Bandha dans la fontanelle, qu'est-ce que ça veut dire? Mula Bandha, c'est les contractions des muscles autour de l'anus. D'accord? Donc on va simplement contracter et sentir que cette contraction, elle remonte dans l'axe jusqu'au sommet du crâne. C'est-à-dire vraiment on fait monter la sensation, hein, que Mula Bandha vient monter ici au sommet du crâne. En fait, on ouvre, avec ça, on ouvre la voie du milieu, Shushumna, l'axe. Et puis là, on va faire une légère inspire. Légère inspire avec la sensation, comme dans toutes nos inspires en yoga, que l'air vient remplir, enfin que l'inspire en tout cas, vient remplir la Shushumna. En partant du bas, ça monte. Ça monte jusqu'ici. Et puis quand on est ici, on retient le souffle. On retient le souffle, on bascule la tête en arrière et on ouvre la bouche. Et là, on attend. C'est tout. Rien de plus. C'est vraiment pas un souffle très démonstratif, mais essayez, vous verrez que c'est... il y a beaucoup de travail dedans. C'est-à-dire juste la tête en arrière, la bouche ouverte, et on attend. Et la tenue peut se prolonger tant que le souffle sera énergétique. Dès que... Si ça ne se produit pas, je veux dire, si on passe pas dans le souffle énergétique, vous n'allez pas tenir. Vous allez être là... envie d'inspirer, etc. Mais dès que ça se produit, simplement, vous revenez, alors inspire, expire, selon où vous êtes, vous revenez ici, et vous reprenez les pouces, Bhru-Madhya, Mula Bandha, Ketchari, et vous équilibrez la pression à droite et à gauche.
quand vous avez envie, vous pouvez retourner dans la phase 2. Dans la phase 2, on contracte Mula Bandha jusqu'à la fontanelle. On fait l'inspire dans l'axe. Et on fait l'inspire dans l'axe, on garde les pouces, hein, c'est plus facile. Légère inspire, hein, c'est subtil. Tenue du souffle, on lâche les mains, on bascule la tête en arrière, on ouvre la bouche. Et puis vous voyez ce qui se passe. Si besoin, vous revenez dans la phase 1, etc. Mais prenez le temps, hein. Je veux dire, globalement, ça ne sert pas à grand chose d'aller dans la phase 2 tant que tout n'est pas pacifié, tant que tout n'est pas immobile. Donc prenez le temps. Ça ne vous empêche pas d'aller goûter, d'aller voir par curiosité, soyez curieux, allez explorer cette phase 2, qu'est-ce qui se passe dans la phase 2, mais c'est normal si ça ne tient pas au début, mais voilà. Je vous laisse explorer, il y a des chances que vous rencontriez de très belles choses dans ce pranayama. Et ça fait partie des quelques pranayamas supérieurs qui s'enseignent très facilement, contrairement à d'autres qui ont besoin vraiment d'être accompagnés oralement et individuellement parce que ça semble difficile d'en faire une généralité. Donc je trouve que c'est un pranayama précieux et que j'ai plaisir à vous transmettre et que j'espère que vous apprécierez. Je vous dis à vendredi pour la séance sur le cœur et une bonne soirée.